Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de Guylaine? Qui c'est Guylaine? À toi. Oui, oui, alors bonjour et merci de m'écouter, enfin d'essayer de m'écouter toujours. Je suis donc Guylaine Yerceau. Je suis aujourd'hui trésorière des Petits Débrouillards du National. J'ai été présidente et je suis la référente pour PACA et La Réunion. Je suis économiste et géographe de formation et j'ai longtemps travaillé d'abord dans le public, parapublic et après dans le privé, grand groupe, PME, PMI. Et j'ai aussi toujours été en corollaire dans le monde associatif. J'ai créé des associations comme Droit d'urgence, j'ai été à Action contre la faim, voilà. Et je suis toujours active donc en bénévolat sur l'Europe, confrontation Europe. Et donc je m'intéresse toujours à la question de l'inégalité sociale, l'inégalité écologique et les conséquences des impacts sur notre environnement. Est-ce qu'on peut savoir quelle a été votre motivation pour accéder aussitôt au monde associatif? Alors oui, vous savez que j'ai accédé très vite, mais par le biais du développement, parce que le développement international, j'ai été à Solidarité agricole et alimentaire, et très vite, et j'ai aussi, je faisais mes études en travaillant, parce que je voulais une indépendance, et j'étais à l'Académie d'agriculture de France. J'étais la rédactrice des comptes rendus de l'Académie d'agriculture de France. Par ce biais, je suis donc rentrée à Solidarité agricole et alimentaire. Ensuite, Action contre la faim et toutes les autres ont déroulé. Mais d'abord le développement, ensuite la question sociale, l'urgence sociale. Et aussi, par voie de conséquence, je ne sais pas, mais au moins me suis beaucoup intéressée aux questions d'environnement et j'ai participé à de nombreuses réunions, négociations internationales et en particulier quand j'ai été tant au ministère, dans les cabinets, que ce soit à l'agriculture, que ce soit aux finances, que ce soit au porte-parole du gouvernement, que dans mes jobs, mes emplois dans le monde privé. Et donc j'ai fait aussi beaucoup à Bruxelles sur les questions d'environnement. J'ai toujours été très intéressée, j'ai beaucoup travaillé sur la régulation environnementale au niveau de Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'UCN en une seule phrase? L'UCN, c'est une rencontre d'organisations internationales pour établir la liste des espèces qui sont en danger. Et alors, je rappelle la spécificité de l'UICN. Là, c'est la grande sommet qui se réunit tous les 4 ans. Comparativement ou contrairement à des COP, c'est plutôt l'action gouvernementale des autorités, des partis, des pays. Là, c'est les ONG qui se regroupent avec, bien évidemment, aussi des pays, des partis, mais c'est quand même porté, c'est une organisation internationale non gouvernementale. Et d'après votre expérience au niveau des petits débrouillards, d'après vous, à quel point cette association peut impacter le comportement des citoyens au niveau des questions relatives à l'environnement et à l'écologie? Alors d'abord, je rappelle que les petits débrouillards ont été créés par des Canadiens et c'était la débrouille. Et c'est une réunion donc qui a une vocation aussi à l'international. Donc il y a les petits débrouillards en France, je vais y revenir tout de suite, et les petits débrouillards au Maroc, en Belgique, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, on va dire les Smart Kids et tout ça. Donc ça c'est une, je ne vais pas dire une fédération parce que c'est pas tout à fait le terme exact, mais quand même, les petits débrouillards sont un peu connus en Tunisie aussi, dans différents pays. Aujourd'hui, donc les petits débrouillards nationales, donc on a 11 associations territoriales et le leitmotiv c'est l'éducation. L'éducation, l'esprit critique, le libre arbitre, mais surtout l'éducation aux sciences. En France, on dit l'éducation populaire, c'est-à-dire pour diffuser sur les territoires auprès des citoyens et des citoyennes. Et l'éducation en sciences, on le voit aujourd'hui avec les problèmes de la santé, sont quand même essentiels. Donc c'est éducation en sciences pour les jeunes et les moins jeunes. Et on a remarqué aussi que vous avez un profil économique et financier intéressant. Du coup, d'après vous, est-ce que vous avez une idée sur un modèle idéal où on trouve le développement économique et le fait d'agir pour la nature cohabitent dans un système durable? Écoutez, si j'avais la solution, je pense que je serais appelé partout. Je vous rappelle qu'on a travaillé au niveau international pour définir les objectifs de développement durable. Et au niveau européen, international à Rio, on avait parlé du monde que nous voulons, qui ont donné les objectifs de développement durable. Et avant, on avait fait les objectifs du millénaire pour les pays du Sud. Donc on a un langage commun, on a des indicateurs et on essaye d'avoir des solutions communes, sauf que je n'ai pas de modèle.
parce que certains modèles qui sont mis en œuvre en disant qu'ils ont un bon indicateur de bien-être, je ne pense pas que pour la majorité de la population du monde, ce soit le meilleur modèle si c'est des pays qui excluent, bien évidemment qui protègent leur territoire, mais où on n'a pas le droit de venir si on n'a pas tel ou tel moyen financier, si on ne correspond pas à telle ou telle population. Je ne citerai pas de nom, mais pour moi, c'est un pays qui doit mettre en œuvre l'égalité sociale et environnementale, se doit de pouvoir accueillir un maximum de gens et pouvoir contribuer à l'écosystème et à un modèle. Je n'ai pas de modèle à travers le monde. Il y a des pays du Nord qui font plutôt bien sur certains points. Vous avez des pays du Sud qui protègent aussi relativement leurs ressources, d'autres qui ne les protègent pas du tout. Donc ces organisations comme l'UICN, comme les conférences des partis, comme d'autres, mais vous allez me dire, ça fait 50 ans qu'on débat depuis 72 à Stockholm, et puis après les conventions, malheureusement on n'y arrive pas. Il y a eu en 72 le rapport, dans les années 70 le rapport Brundtland qui a signalé halte à la croissance ou halte au développement insensé, inconsidéré. Bon, malheureusement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc je n'ai pas de solution, j'aurais aimé avoir des solutions, je n'en ai pas, mais je pense que des associations comme les Petits Débrouillards sont essentielles et il faudrait qu'on essaime beaucoup plus parce qu'on est quand même tout petit par rapport à la nécessité, aux besoins. Ici, on est très présent et on remercie nos partenaires parce que c'est quand même important que les Petits Débrouillards soient là pour parler d'environnement, mais malheureusement, souvent, dans ces genres de réunions, on touche souvent malheureusement les convaincus. Et le plus difficile, c'est d'aller chercher les autres. C'est pas parce que les autres ne veulent pas, souvent ils ne peuvent pas et surtout ils n'osent pas. Et selon vous, Madame Guilaine, comment un gouvernement peut mener des vraies actions au niveau de l'écologie tout en menant d'autres actions et répondre aux problématiques socio-environnementales, plutôt socio-économiques dont la population attend peut-être des fois plus que des questions environnementales? Oui, et bien justement, c'est toute la question, c'est faire le lien entre le social, l'économique et l'environnemental. Donc la majorité des pays, enfin, je dirais des gouvernements et des institutions, c'est ce que je vous disais dans mes précédentes réponses, on essaye de concilier ça. On s'aperçoit que c'est souvent, il y en a, c'est ce qu'on appelle du green ou du social washing, que malheureusement il n'y a pas une réelle volonté parce que les moyens financiers sont là, il y a énormément d'argent. Vous verrez encore aujourd'hui, le rapport sur les banques est faramineux, vous avez les GAFAM qui gagnent des millions d'argent, donc l'argent c'est pas ce qui manque. Le problème, c'est sa répartition. Le problème, c'est d'utilisation dans quel investissement. Et l'essentiel, j'y reviens, ça va être l'éducation. Quand on a des jeunes éclairés, des jeunes et des moins jeunes éclairés, éduqués, et donc qu'on respecte aussi leur culture, qu'on respecte aussi notre environnement, c'est d'arriver à concilier donc cet économique, ce social et cet environnement. On n'y a pas, et je vous dis, comme je disais tout à l'heure, on a des pays qui font plus ou moins bien, mais globalement quand même, quand on regarde les statistiques, on est quand même en France dans un pays où on n'a pas trop à se plaindre, mais on sait très bien qu'il y a l'accroissement des inégalités, on sait très bien que sur certains domaines, dans le domaine des ressources, on a aussi un accroissement de l'empreinte sur les ressources. Donc ce qu'il faut, c'est poursuivre notre chemin, éduquer, je reviens, sensibiliser, et donc, comme on dit, la sensibilisation pour tous et pour tous les citoyens. Et parlons des citoyens. Oui, c'est des citoyens. Et des citoyennes. Et citoyennes, bien évidemment. Quelle peut être la place d'un citoyen lambda dans ce processus, ou bien s'il y a une démarche pour conserver la nature, quelle peut être la place d'un citoyen lambda? Déjà, il faut que le citoyen lambda, j'aime pas trop, on est tous des citoyens lambda, ceci dit, mais c'est d'abord qu'ils comprennent que ces gestes, à sa petite échelle, comme dit certains, le colibri, et des petites aisselles, des petites pierres, des petits dominos, pour éviter justement l'effondrement, il faut que chaque citoyen comprenne ce qu'entraînent ces actions. Par exemple, on parle beaucoup en ce moment du plastique, mais quand on ponctionne sur même des ressources végétales, quand on ponctionne des ressources minérales, quand on s'achète un téléphone tous les jours, tous les jours, non, peut-être pas exagéré, mais tous les ans, on achète un téléphone. Pour faire un téléphone, il faut de la matière première, il faut des métaux lourds, il faut des matières premières, il y a du transport.
Il y a bien sûr de l'innovation, de la recherche, mais on peut peut-être effectivement enseigner, faire comprendre aux jeunes qu'il n'a pas besoin d'avoir le dernier téléphone, le dernier terminal, qu'il peut avoir un terminal qui a 3-4 ans, qu'il peut rénover, qu'il faut adapter. Alors on fait tout travail, d'ailleurs je suis pour les petits débrouillards membres de la plateforme RSE et on a réfléchi sur différents sujets, notamment sur la responsabilité numérique des entreprises et on explique le lien entre la protection des données, bien sûr, de la vie privée, mais aussi les questions sociales et environnementales liées au numérique. Alors je vous donnais l'exemple du numérique parce que c'est énorme en termes d'empreinte, mais vous avez aussi sur les transports. Les transports, maintenant, donc on doit parler d'économie de fonctionnalité. Et aussi, quand on parle d'économie circulaire, pensez que c'est une industrie, que si, même si on prône l'économie circulaire, pour l'économie circulaire, il faut des outils industriels. Ça veut dire qu'on va encore, on emprunte et on va encore avoir un impact sur l'environnement. Donc, l'économie circulaire, ça circule, oui, mais il faut des outils industriels. Les outils industriels font pression, il y a des pressions aussi, il y a des impacts. Donc, il faut réfléchir quand on achète, donc dès l'amont, réfléchir. Donc, il faut d'abord éviter, préserver et après réparer. Bien évidemment, merci pour toutes ces explications. Un dernier message pour les gens qui nous suivent au niveau de nos plateformes afin de les inciter à venir à l'UICN. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors les inciter, je crains que comme nous sommes quand même au milieu de l'UICN, c'est un peu difficile, mais au moins suivre sur les plateformes, voir les questions qui ont été soulevées sur la plateforme de l'UICN international, mais l'UICN France. Regardez aussi ce que font les collectivités, j'en ai pas parlé, mais c'est essentiel, les collectivités, puisqu'on est tous dans une collectivité. Il y a plein d'actions, il y a plein d'associations, il n'y a pas que les petits débrouillards bien évidemment, il y a plein d'associations. Les collectivités de plus en plus se sensibiliser. Vous avez aussi des entreprises qui essayent aussi d'améliorer la préservation des ressources. Donc soyez attentifs à vos gestes du quotidien, mais aussi à vous informer et aussi quand vous êtes jeune et puis les moins jeunes, l'éducation et faire transmettre toutes ces questions d'éducation, de culture et pour préserver notre planète, j'allais dire. La planète, vous savez, elle continuera à vivre, mais nous, les humains et notre humanité, pour qu'on puisse continuer, puisqu'il y a déjà, comme vous le savez, beaucoup d'horreurs à travers ce monde, mais il faut qu'on contribue à l'améliorer, même si ça va être très difficile. Merci pour toutes ces explications. On vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé, surtout que votre agenda est trop rempli. Du coup, merci beaucoup. Merci beaucoup, surtout vous, donc toute cette petite équipe de jeunes, des petits débrouillards et d'autres, je vous remercie. Merci.